Et d'autres textes étaient à l'ordre du jour, comme celui sur le contrat de ville ou encore sur la modification du code de la concurrence. On en parle avec vous, Temataï Le Gaïk, représentant Tavini Huiratira à l'Assemblée. Bonsoir. Yorana, Alors, on connaît les besoins urgents dans les quartiers prioritaires et vous-même, qui êtes engagé à Papeete pour les élections municipales en 2026, candidat officiel du Tavini. Pourtant, c'est la cinquième prorogation du contrat de ville depuis 2015. Pourquoi est-ce que la réécriture du nouveau contrat prend autant de temps? Quels sont les obstacles concrètement? d'abord je voudrais remercier la présidente Emma Van A, ainsi que l'ensemble des équipes du contrat de ville et l'ensemble des associations qui depuis 2015 font vivre le CUX, ce contrat de ville de Mahina jusqu'à Papara et Moria Mayo, et qui permettent aux quartiers prioritaires d'obtenir des activités, euh, des voies et moyens pour pouvoir sortir de leurs difficultés journalières. L'objectif de ce contrat de ville était de doter l'ensemble des communes de l'agglomération de Papeete, qui sont des quartiers prioritaires où il y a une concentration de multitudes de facteurs de difficultés, mal logement, sous-emploi, difficultés de mobilité, à avoir, par le biais d'associations, par le biais des communes, des dispositifs pour pouvoir les aider à obtenir un logement, un emploi, etc. Cette enveloppe n'est pas extensible. On le voit, depuis 2015, la Polynésie cotise à hauteur de 50 millions. Et ça fait 10 ans que la Polynésie continue à cotiser Les communes ne veulent pas forcément se partager cette enveloppe. à la même hauteur. Et donc, un des sujets de ce renouvellement, c'est que est-ce qu'il faut intégrer d'autres grosses communes comme Tarawa, comme Uturwa, comme Bora Bora, qui sont aussi des communes où il y a des quartiers prioritaires, mais tous les défis du financement. Si on augmente les communes, on augmente aussi les financements. Donc il faudra que l'État et le pays s'alignent sur cette C'est augmentation ce de qui bloque. bénéficiaires. C'est ce qui bloque aujourd'hui. Pas forcément. Je pense que tous les acteurs doivent être mis autour de la table. On l'a entendu ce matin, tout le monde veut faire du CUX un FIP bis avec la possibilité de financer tous les projets inimaginables des communes. Je pense qu'il faut se recentrer sur l'objectif même du CUX, comment créer de l'activité, des bulles d'air au sein de nos quartiers prioritaires. Je le rappelle encore, vous êtes le candidat officiel du Tavini pour Papeete en 2026. Est-ce que c'est un tremplin pour viser encore plus haut la tête du pays, par exemple, plus tard? En 2022, lorsque je me suis lancé aux élections législatives, j'avais cette ambition d'abord de faire évoluer la jeunesse en politique et cette ambition à l'échelle nationale et polynésienne de faire évoluer les sensibilités liées aux questions d'enjeux statutaires. Ensuite, je me suis présenté aux élections d'élus à l'Assemblée pour essayer de pratiquer le fonctionnement du pays, son budget, ses compétences. Aujourd'hui, je me rends compte que si on veut atteindre nos objectifs qui sont fixés à la fois par le parti, mais aussi par cette nouvelle doctrine de la part des jeunes qui montent en politique, il faut s'attaquer au plus bas. Euh, Pour atteindre le plus haut? non, d'abord le plus bas, l'échelon communal, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, c'est proche de la bise et proche de la claque. Donc on se rend bien compte des difficultés des gens au quotidien. Il ne faut pas forcément être le maire qui vient pour s'occuper que des poubelles et de l'eau, mais vraiment comment rendre cette attractivité de nos communes et pas à chaque fois dire que c'est la faute du pays, c'est la faute de l'État. Comment est-ce qu'on peut redynamiser à l'échelle municipale? Je pense que c'est le plus beau mandat qu'on peut avoir. Au plus près des administrés. Donc, on va parler d'un autre texte que vous avez porté aujourd'hui, la modification du code de la concurrence avec une mesure forte, l'encadrement possible des prix de certains produits exonérés de taxes, une mesure qui a déjà fait débat. Ce texte remet en cause la liberté des prix. Est-ce que vous l'assumez aujourd'hui? Alors, d'abord trois principes qui guident ce texte. Le premier, toute exonération fiscale doit bénéficier aux Polynésiens. Le deuxième principe, l'ensemble des acteurs économiques, ou du moins la majorité, sont des personnes honnêtes. Et je veux remercier tous les chefs d'entreprise, les 37 000 chefs d'entreprise qui se battent quotidiennement pour créer de l'activité dans notre pays. Si on met en place des exonérations fiscales, c'est pour créer de l'activité, c'est pour créer du dynamique, pour que les gens consomment. La difficulté, on s'est rendu compte qu'il y a des marges qui sont beaucoup trop importantes sur certains produits qui sont exonérés. Et donc, cette perte du pays bénéficie plus à des agents économiques qu'aux consommateurs. Et vous parlez des marges, mais encadrer certains produits, les prix de certains produits, est-ce que ça ne va pas inciter les professionnels à répercuter sur d'autres produits? Alors, si je prends un exemple très simple que j'ai pris ce matin, un produit coûte 10 000 francs.
Sur ce produit, il y avait initialement 15% d'exonération fiscale que le pays déduit. Donc, en finalité, grâce à ce texte, ce produit doit coûter 8 500 francs. S'il coûte toujours 10 000 francs, ça veut dire qu'un des agents économiques, entre-temps, s'est pris les 1 500 francs que le pays devait se prendre initialement. Grâce à notre texte, finalement... Et la réalité économique, est-ce qu'elle se limite à cet exemple? En fait, en finalité, les acteurs économiques ne vont rien perdre. C'est le pays qui perd tout, parce que c'est lui qui fait une déduction de sa taxe. Si l'acteur économique met sa marge qui est correcte, il ne va rien perdre. Mais si l'agent économique est allé au-delà de sa marge et il est allé grappiller sur la perte fiscale du pays, c'est là qu'il va se rendre compte qu'il va avoir une perte. Donc si tout le monde pratique des marges raisonnables, personne n'est perdant, mis à part le pays, pour que le contribuable soit gagnant. Vous vous assurez que les acteurs économiques ne vont rien perdre. Pourtant, ce projet rappelle des idées évoquées lors du colloque sur la vie chère récemment. Et là, le patronat avait clairement levé le bouclier. Vous les avez écoutés? Alors, en ce moment, la situation sociale est un peu tendue, je le conçois, car il y a beaucoup de réformes fiscales, la réforme de la PSG, notamment le texte sur les RNS. Et Ça fait aussi l'objet de débats. Je pense qu'il faut tendre davantage l'oreille sur la question des RNS, parce que certaines propositions, il y a des seuils qui ne sont peut-être pas en accord avec la vraie situation économique de certains patentés. Je prends l'exemple des dividendes sur l'immobilier. On sait que beaucoup d'acteurs économiques capitalisent grâce à l'investissement dans l'immobilier. Et je pense que le seuil à 250 000 devrait être révisé pour être en accord avec les acteurs économiques. Mais encore une fois, le texte qui nous concerne, la loi sur la concurrence, c'est une perte fiscale que le pays se laisse perdre au profit des acteurs économiques. Lorsqu'on a pris la décision en 2023 de ramener la taxe sociale à 1%, les 9 milliards, il n'y avait pas de contrepartie. On l'a ramené dans l'économie. On l'a vu, les prix n'ont pas baissé. Aujourd'hui, on doit s'assurer que toutes les pertes fiscales doivent bénéficier aux contribuables. Une dernière question avant de clôturer cette interview, une question sur le sujet qui a été le plus longuement débattu ce matin, les jours fériés et notamment la suppression du 29 juin et l'instauration du 20 novembre. Les discussions ont plus tourné autour de l'opposition autonomiste et indépendantiste qu'autre chose. Cette nouvelle date ne fait pas non plus l'unanimité, ne fait pas plus l'unanimité que l'ancienne. Quel est votre avis? Alors, je ne sais pas si on aura le temps de discuter Rapidement, en profondeur temps, sur ce sujet. Écoulé déjà. Je pense que tous les groupes politiques sont d'accord sur le fait de célébrer le 20 novembre. Car Matari est une fête importante qui nous dépasse, qui nous précède. Et c'est une date où notre peuple peut se fédérer. Maintenant, les acteurs économiques, pour aller dans leur sens, nous ont demandé de ne pas rajouter un jour férié supplémentaire car c'est un coût énorme pour les entreprises et pour l'administration. Donc il fallait choisir une date à retirer. Quand on regarde le calendrier, on ne peut pas retirer Pâques, on ne peut pas retirer Noël, on ne peut pas retirer le 1er novembre, on ne peut pas retirer le 5 mars. D'innombrables dates symboliques dans la religion, le 8 novembre. Le 29 juin n'est pas assez symbolique dans l'histoire de la Polynésie? Je pense On l'a rattaché à la personne de Gaston Floss, mais au-delà de ça. Vous savez, j'ai rencontré Gaston Floss il y a 2 mois, qui me dit qu'il faut évoluer sur la question de l'autonomie. Alors, il le dit depuis certaines années, puisqu'il est favorable à un statut d'État associé. Peut-être que pour des raisons politiques, il voudrait dire que le 29 juin, il faut le maintenir. Mais je pense que si on est tous d'accord sur le fait que le 29 juin n'est pas une date qui fédère, ça ne veut pas dire que prochainement, il ne pourrait pas y avoir une date supplémentaire qui pourrait nous fédérer. Donc supprimer une date et on recrée une autre. L'essentiel, c'est que ces dates puissent nous fédérer. Merci Temade Le Gaïc d'avoir accepté notre invitation ce soir et pour ces éléments de réponse. Maruru.